Alors, avant de voir la moyenne de l'équation de Navier-Stokes, on va voir quelques propriétés des moyennes d'ensemble. Lorsqu'on a donc des opérations, donc on suppose, je vous rappelle, la moyenne d'ensemble d'une quantité f, on va supposer qu'on est capable de faire un très grand nombre de fois une mesure de f, donc en x, en t, peu importe. Et puis, donc chaque réalisation, ça sera f de i. On va le faire un très grand nombre de fois, et puis on va prendre la limite quand n tend vers l'infini. Donc c'est une moyenne arithmétique sur un échantillon qui devient infiniment grand. Alors, si vous regardez ce qui se passe lorsqu'on prend deux fonctions et qu'on applique la moyenne d'ensemble, puisqu'on a des moyennes arithmétiques, on a trivialement f plus g. Si maintenant je multiplie f par un scalaire, donc si je prends le produit ici, j'aurai donc à ce moment-là lambda f. En revanche, ça ne marche pas évidemment si f et g sont deux fonctions qui varient, donc si elles fluctuent spatialement ou temporellement, vous ne pourrez pas écrire ce produit-là. Toujours pareil, les opérations de différenciation spatiale ou temporelle vont pouvoir être interverties. On a vu, donc si on prend df sur dt, que je calcule la moyenne par exemple, ça sera d sur dt f, et de façon identique, on aura df sur dx, on peut intervertir sans souci. Donc, le seul point qui va poser problème, et on va voir qu'il a une importance capitale, c'est que la moyenne du produit de fonctions n'est pas égale au produit des moyennes. Alors, après on va se servir d'autres relations, donc, qui est, on a commencé à le voir, c'est donc la décomposition de Reynolds, et qui fait qu'on va décomposer toute fonction f, ça peut être le champ de vitesse, la pression, peu importe, toute fonction f en sa valeur moyenne. Alors ici, je vais mettre plutôt une moyenne temporelle, une moyenne d'ensemble, puisqu'on travaille avec des moyennes d'ensemble, et ici, j'aurai la partie fluctuante. Donc la moyenne, et ici, la fluctuation. Donc la valeur instantanée, c'est la moyenne plus la fluctuation. Là, vous pouvez vérifier que si je reprends la moyenne, donc j'ai ça, là, on va pouvoir se servir de la première relation ici, donc ça c'est égal à la moyenne de f', puisque c'est l'écart à la valeur moyenne, donc en moyenne, ça c'est 0. Et puis la moyenne de la moyenne, c'est f. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on va avoir un produit de fonctions. Donc j'ai f, g, et puis maintenant je fais une décomposition de Reynolds pour f, une décomposition de Reynolds pour g. Donc je vais avoir f plus f', et la moyenne d'ensemble de g plus g', et je reprends la moyenne. Donc, je vais avoir ici mon produit des valeurs des moyennes d'ensemble. J'aurai ensuite le produit des fluctuations, donc plus f' multiplié par g', plus f g', plus moyenne de g. Donc, après, je vais pouvoir distribuer, puisque ça sera distributif par rapport à l'addition. Donc, la moyenne du produit f, g. Donc, la moyenne des moyennes, donc ça sera, puisqu'on a ici en fait des constantes, donc ça sera f, g, plus, là, je ne peux rien faire, f', g'. Et vous voyez que là, on a exactement la relation qui est ici.
Du coup, la moyenne de f, c'est en fait lambda, hein, c'est une constante. Et du coup, quand je prends la moyenne de ce produit-là, je n'ai plus que la moyenne de g'. On a vu que c'était égal à 0. Donc ça, quand je prends la moyenne, ça me fait 0. 0, 0. Du coup, je me retrouve avec l'égalité qui est ici, que je vais réécrire un peu plus haut. Donc, lorsqu'on prend la moyenne de deux fonctions, on a le produit des moyennes plus un terme supplémentaire qui est la moyenne des fluctuations. Si j'applique ça maintenant, si g est égal à f, donc si je calcule la moyenne du carré, je vais avoir, donc ici, f au carré. Du coup, la moyenne de f au carré, ça sera le carré de la moyenne plus la fluctuation au carré. Je ferai un. Alors maintenant, quand on regarde ce qui se passe avec les équations de Navier-Stokes, sous forme tensorielle, ces équations de Navier-Stokes, elles vont s'écrire donc d de u sur dt, plus après u gradient de u, et puis on a la pesanteur, on a le gradient de pression, et puis après on a les contraintes visqueuses. Le gradient de pression. Alors on voit que là, on a des opérations de différenciation, c'est linéaire, ça c'est une constante, ça ne change rien. Là, c'est un opérateur comme ici, donc en fait c'est une différenciation spatiale, donc on va pouvoir intervertir. Là, c'est une dérivée seconde, donc on va pouvoir intervertir. On voit que le seul endroit où on a un produit de fonction, c'est ici, puisqu'on a l'opérateur U nabla appliqué à AU, donc on a quelque chose ici qui est non linéaire. Donc on voit que c'est ce qui va poser problème. Ce terme-là, si vous vous souvenez, hein, on l'avait également écrit comme ça, ou on pouvait également l'écrire comme étant le divergence d'un tenseur qui était le tenseur U. Alors, cette notation ici, souvent on peut l'écrire comme ça, ici c'est donc ce qu'on appelle un produit tensoriel. Cette notation-là, on l'avait vue juste avant le confinement, je crois. Donc U, nabla U, c'est une matrice. L'opération, donc dans les notes de cours, hein, dans les compléments des notes de cours, vous avez un rappel, enfin normalement c'est un rappel sur la notation tensorielle et sur le produit tensoriel. Donc là en fait, si on a uniquement deux composantes, donc en dimension 2, le U, produit tensoriel U, ça sera une matrice qui aura pour coordonnées U carré, UV, donc c'est symétrique, et V carré. Donc vous pouvez vérifier que cette opération ici, ou si on prend la divergence, on aura strictement la même chose en appliquant donc l'opérateur U nabla, l'appliquer donc à U, ou en prenant la divergence d'un tenseur qui serait ici U tensoriel U. Alors l'avantage de cette dernière notation ici, c'est que du coup, lorsqu'on va faire le calcul de moyenne, c'est un peu plus rapide, donc c'est ce que je fais. Donc j'efface. J'introduis maintenant donc ma décomposition de Reynolds pour mes deux variables, pression et champ de vitesse. Donc je vais introduire P égale la valeur moyenne plus une fluctuation. Et pour la vitesse, pareil, la vitesse instantanée, c'est la valeur moyenne plus une fluctuation. Donc, comme je vous l'ai dit, aucun problème pour ça, ça et ça. Le seul problème qu'on va avoir ici, donc je vais me servir de divergence, ici, c'est ici, puisqu'on a un terme qui est non linéaire. Donc là, quand je fais la décomposition de Reynolds, ça me fait divergence de, donc là, ça me fait, j'applique exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure,
Donc, sauf que c'était un produit de fonction, là ça sera exactement la même chose avec un produit tensoriel. Donc on va voir en fait quand on prend la valeur moyenne. Donc si vous prenez la valeur moyenne de ça, ça va vous donner le produit tensoriel des moyennes plus la moyenne du produit tensoriel des fluctuations. Donc, je vais maintenant substituer ça là-dedans. Le seul terme qui pose problème, c'est le terme convectif ici. Donc, quand vous faites ça, et vous prenez la valeur moyenne, donc toutes les fluctuations vont disparaître, sauf celle qui est là, puisqu'elle est au carré. Donc, on va avoir, quand je fais ça, je vais avoir d de u sur dt, plus, donc le terme convectif, on a ça, divergence donc de u tensoriel u, plus ce nouveau tenseur, là il manque donc un rho, plus donc u tensoriel u'. Donc la moyenne de Roger, c'est Roger, moins gradient, donc gradient de pression de la pression moyenne, et puis plus donc les contraintes visqueuses, ça sera un Laplacien appliqué à la vitesse nette. Donc cette équation-là, l'équation ici, c'est l'équation de Navier-Stokes qu'on a moyennée. Elle ressemble donc, l'équation moyennée est une équation qui ressemble énormément à l'équation originelle, si ce n'est donc qu'on a rajouté un terme ici. Et ce terme-là, en fait, c'est celui qui va expliquer, c'est lui qui va être la traduction, parce qu'on va, pour les équations moyennées, donc la traduction du comportement turbulent. Alors, si vous regardez bien, du point de vue de la dimension, là, donc, on a un produit tensoriel de vecteur, mais on a donc, grosso modo, si vous vous souvenez, c'était une matrice, donc c'est le produit des différentes composantes des vitesses. Donc, en fait, on a ici une vitesse au carré, multipliée par ρ, donc on a un terme ici en ρu carré. Donc, on a quelque chose qui est une énergie cinétique, ou que vous pouvez interpréter comme un terme d'inertie. On va l'interpréter ici comme étant un tenseur des contraintes. Donc, on va réécrire ça, cette équation-là, l'équation de Navier-Stokes moyennée, on va l'écrire légèrement différent, en faisant passer ce terme-là ici, en le faisant passer là-bas. Donc, je fasse ici, je réécris mon équation, donc j'ai ρ, donc l'accélération locale, l'accélération convective mais appliquée donc là, il manque là c'est les moyennes, donc c'est U transformé à U. Donc la divergence s'applique à ce produit tensoriel et donc ρ G moins gradient de la moyenne de P. Donc les contraintes visqueuses ici. Alors ces contraintes visqueuses, on l'a écrit sous la forme d'un Laplacien, donc on avait vu que c'était également un terme de divergence, donc c'était la divergence des contraintes, des extra-contraintes. Alors j'avais employé un T précédemment, donc je vais laisser un T. Et le terme qui était ici, je le passe ici, donc je vais avoir en fait ici un moins ρ, et je vais avoir U' tensoriel U'. Et donc c'était, je prenais une divergence, donc j'ai divergence de ça. Donc c'est, je passe ça, c'est divergence de ça. Alors, la raison pour laquelle j'ai remis ici le Laplacien, j'ai remis que c'était équivalent au on l'avait écrit comme étant la divergence des extra-contraintes. C'est que vous voyez qu'on a ici une divergence des extra-contraintes, ici divergence d'un terme qui est moins ρ
la moyenne des fluctuations de vitesse, le produit tensoriel des fluctuations de vitesse. Donc ça, en fait, on va pouvoir l'interpréter comme étant un tenseur, je mets ici un indice T, un tenseur. Donc on a bien vu qu'il était symétrique, hein, donc c'est bien un tenseur des contraintes, et qui sera donc le tenseur de la turbulence. Donc si je l'écris en coordonnées cartésiennes, on aurait donc quelque chose qui serait moins U, donc là c'était la moyenne, donc moins le carré de la fluctuation de vitesse, alors le ρ je vais mettre ici, enfin le moins ρ. Plus de place. Donc ça me fait ici U' au carré, U' V', là c'est un terme croisé, hein, donc ce sera le même terme, U', V', et ici V' au carré. Donc ce tenseur ici, sigma t, qui est égal à moins ρ, la matrice qui est ici, donc ce sera ce qu'on va appeler le tenseur des contraintes turbulentes. Et on voit qu'il se rajoute aux contraintes visqueuses, ici divergence des extra-contraintes, qu'on peut également écrire lorsque le flux est incompressible, comme étant égal à mu fois le Laplacien de U. Donc, si je résume, on parle des équations de Navier-Stokes, on introduit la décomposition de Reynolds, on moyenne l'équation dans laquelle on a fait la substitution. On va se retrouver avec une équation de Navier-Stokes moyennée, donc où les variables qu'on cherche à déterminer sont la vitesse moyenne et la pression moyenne. Cette équation moyennée ressemble énormément à l'équation d'origine, si ce n'est qu'on a donc introduit un nouveau tenseur qui va traduire donc l'effet de la turbulence sur le comportement moyen. Donc ce tenseur ici, contrairement au tenseur des contraintes visqueuses, est un tenseur qui est non linéaire, puisque ce que vous voyez apparaître dans les composantes, c'est en fait des fluctuations, enfin des moyennes de fluctuations de vitesse. Toute la difficulté de la turbulence fait que en fait, ce tenseur est extrêmement difficile à calculer. En fait, on ne sait pas le calculer de façon exacte, et on va avoir deux stratégies. Alors, il y en a une qu'on va appliquer pour le cours, qui sera plus simple. La stratégie, c'est de rechercher des lois de fermeture. Donc, ce qu'on appelle fermer un problème, c'est lorsqu'on a plus d'inconnus que d'équations, on va ajouter des équations supplémentaires qui sont soit totalement empiriques, donc elles sont tirées de l'expérience, soit on va faire une théorie qui permet de calculer ce qui se passe, donc d'arriver à calculer comment est-ce qu'on peut relier les composantes U', V' en fonction du champ moyen de vitesse, en fonction d'autres choses. Donc c'est ce qui va nous occuper après, j'en dis juste un mot pour faire la transition. Donc, on a une équation de Navier-Stokes moyennée, pour lequel, hein, si vous regardez, on a comme inconnu la vitesse moyenne, la pression moyenne, et puis on a un tenseur, alors je l'appelle sigma prime, qui a donc 4 composantes en dimension 2. C'est pas sigma prime, c'est sigma t. 4 composantes en dimension 2. Donc si vous voyez ce qui se passe, on a ici 3 inconnus, une inconnue, et j'en rajoute 4, donc j'ai 10 inconnus. Donc vous voyez qu'en fait, il me faut des équations supplémentaires si je veux résoudre cette équation ici. Bon, elle est une équation de continuité, mais qui moyennée ne pose pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va fermer, donc il faut mettre autant d'équations que d'inconnus, donc on va fermer le problème, donc il nous faut des équations de fermeture. Alors, nous, ce qu'on va voir, c'est en fait des équations empiriques, donc ce sont des lois tirées de l'expérience, qui vont permettre de relier en fait les contraintes turbulentes, de les relier, ça sera une fonction en fait du champ moyen de vitesse. Donc on va, alors ça sera une opération ici sera une fonctionnelle, donc ça sera quelque chose qui sera différentiel. On va supposer qu'on a ça, on va l'injecter dans l'équation moyenne de Navier-Stokes et on va pouvoir résoudre les équations. Donc ça, c'est ce qu'on faisait au début du XXe siècle, c'est toujours très employé en ingénierie.
de nos jours, en général, donc on emploie plutôt des modèles numériques. Donc en fait, on va chercher à décrire avec des modèles à différents niveaux, différentes fermetures possibles. On a des modèles qu'on va appeler, alors les plus simples seront K epsilon, donc, qui vont calculer l'énergie cinétique. Donc après, on doit avoir des équations supplémentaires qui permettent de calculer la vorticité, l'énergie cinétique turbulente, etc. Et de calculer ce que valent les différentes composantes. On a des simulations également numériques où on va résoudre la vorticité. Donc on a des modèles de type LES pour Large Eddy Simulation. Et puis les modèles les plus compliqués sont les modèles qui sont DNS, donc ce sont des équations, enfin c'est DNS pour Direct Navier-Stokes. Donc on va résoudre directement les équations de Navier-Stokes et puis on va les remoyenner. Voilà, alors je m'arrête là. Prochaine vidéo, ce qu'on va regarder, donc ce qui se passe pour une rivière, pour un plan, enfin un écoulement dans un canal, et puis avec une loi de fermeture qui est relativement simple.